toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour un podcast animé par Sekra Galdi, directrice de la CPTS de Lyon 8. Je suis avec Émilie Fuentes, Muriel Tardif et Daniel Stimulac. Et aujourd'hui, nous allons échanger sur la thématique des maisons de santé pluriprofessionnelles, mais en se posant la question de savoir qu'est-ce que c'est une maison de santé et quels sont les freins et les leviers pour les professionnels de santé. Je laisse la parole à Émilie pour que tu puisses te présenter, puis après à l'ensemble du groupe. Bonjour à toutes et tous, donc je suis Émilie Fuentes, je suis coordinatrice de 3 maisons de santé dans le 8e arrondissement, donc le pôle de santé des États-Unis, la maison de santé de Mermoz et la maison de santé de Médicina. Et la coordination, pour ceux qui ne seraient pas familiers du concept, c'est une fonction dans l'équipe qui est support et qui a vocation à répondre aux besoins principalement administratifs liés à l'organisation spécifique de la maison de santé. Quand on est une maison de santé, on a une société dédiée pour recevoir des sommes perçues au titre de l'activité collective qu'on appelle donc l'accord conventionnel interprofessionnel, mais Muriel en parlera juste après, et d'animation de la vie collective pour la mise en œuvre des projets. Merci. Muriel? Bonjour à tous, donc moi je suis Muriel Tardif, je travaille au sein de l'assurance maladie du Rhône et je suis chargée d'accompagner tous les professionnels de santé qui souhaitent démarrer un exercice coordonné, quels que soient les MSP ou les CPTS. Aujourd'hui, on va parler plus particulièrement donc, de CMSP. Notre accompagnement va être pérenne, du premier appel du professionnel de santé jusqu'à la vie effective de ce type de structure. Merci. Et Daniel? Bonjour à tous, je suis Daniel Stimulac, pédicure podologue au sein de la maison de santé Mermoz. À l'initiative du projet en 2009. Et toujours partie prenante et normalement, si tout va bien, jusqu'à un départ en retraite. Alors pour commencer, Muriel, je vais te poser une question. Qu'est-ce qu'une MSP? Une MSP, c'est la volonté des professionnels de santé à travailler ensemble de façon coordonnée pour le service de leur patientèle. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, et nous insistons beaucoup là-dessus, les professionnels de santé se choisissent, ont la même philosophie du soin, souhaitent travailler ensemble sur le même parcours. D'accord. Concrètement, comment ça se passe? Est-ce que c'est un professionnel qui souhaite mettre en place une MSP qui te contacte et après tu l'aides ou tu le rapproches avec d'autres pros qui souhaitent faire ça sur le même territoire? Ou c'est un groupe de pros du même quartier qui décident ensemble de mettre en place une MSP? Ça peut être les deux. En fait, nous, dès le premier appel du professionnel de santé qui souhaite avoir des informations sur ce type de structure, on va lui demander son lieu d'implantation, où est-ce qu'il veut instaurer sa maison de santé. On va lui sortir ce qu'on appelle un diagnostic du territoire. Ce diagnostic du territoire, ça va lui donner un petit peu la photographie de l'offre de soins. Généralement, on est confronté à des professionnels de santé qui se connaissent déjà et qui veulent vraiment travailler ensemble. Et nous allons les accompagner. Vraiment, c'est un accompagnement. On a souci dans le Rhône de les aider, de les soutenir dans leurs projets. Et puis, nous travaillons de concert avec l'Agence régionale de santé. Et nous avons aussi en appui la Fédération des maisons de santé Aura, ce qu'on appelle la FEMAS-Aura. Et on va être amenés, les 3 institutions, à travailler et à monter le projet avec les professionnels de santé libéraux. D'accord. Alors, les modalités, il y a un prérequis pour monter une MSP, être 2 médecins généralistes, un paramédical, donc à minima, 3 personnes pourraient souhaiter monter une MSP. Ce qui est important à savoir, c'est que les professionnels de santé n'ont pas obligation de travailler tous dans le même lieu. Ils peuvent continuer à travailler chacun dans leur cabinet. On appellera une maison de santé pluriprofessionnelle de multisites. Pour illustration, on a beaucoup de MSP aujourd'hui qui sont en multisite parce qu'on a beaucoup de pharmaciens qui souhaitent travailler avec les porteurs de projets et adhérer à la MSP. D'accord. Donc ensuite, une fois qu'ils sont tous OK sur la formalisation du projet de soins,
Nous allons donc les accompagner, on va faire en sorte que cette structure reçoive la labellisation de l'ARS, c'est-à-dire que la MSP, elle est estampillée, labellisée. D'accord. Ça va permettre un premier financement des ARS, puis ensuite nous allons poursuivre au niveau de la CEPAM l'accompagnement de ces professionnels de santé jusqu'à la signature de l'accord conventionnel interprofessionnel. La signature de cet accord va leur permettre d'avoir un financement pour la structure et ce financement sera pérenne. D'accord. Je me permets de rebondir sur les MSP multisites. Est-ce qu'il y a un nombre de kilomètres plafond à pas dépasser pour être en multisite? Non, on dira que c'est un territoire primaire. Généralement, ce sont des professionnels de santé qui ont la même patientèle. Multisite en agrégeant un petit peu les autres professionnels du territoire sur une collaboration locale sur une patientèle. Effectivement, le pôle de santé des États-Unis est multisite, il y a même 2 cabinets médicaux, 3 pharmacies, donc voilà, le laboratoire. Donc on est clairement multisite et c'est la même chose pour Mermoz où il y a un bâtiment principal plus la pharmacie qui est à côté en effet. On parle beaucoup de la CISA pour les MSP. Est-ce qu'on peut avoir un peu plus de détails à ce sujet? Donc la juridique qui permet en fait de recevoir les sommes perçues au titre de l'accord conventionnel interprofessionnel, qui est donc le contrat qui lie l'ARS, la CEPAM et l'équipe, au titre de son activité collective. Voilà, c'est une rémunération forfaitaire qu'on reçoit une fois par an. Et donc en fait c'est une société qui est en fait une SCM pluripro. Donc en gros, voilà, c'est une société comme on connaît finalement assez souvent les professionnels qui choisissent d'exercer en groupe, qui ne peut comporter que des professionnels de santé au code de la santé publique, c'est-à-dire que ça va exclure par définition les autres professions non réglementées et les psychologues. Ce qui n'empêche pas d'être quand même des partenaires du projet de santé, et c'est pas un limitant en tant que tel, si ce n'est que ils ne peuvent pas devenir associés de la CISA. Et on n'est pas obligé d'être associé de la CISA pour contribuer à un projet de santé. On peut d'ailleurs exercer dans les murs de la MSP sans être associé. Pour l'exemple, je vais prendre la maison de santé de Mermoz, où souvent on va dire qu'on attend d'un professionnel qui s'installe, par exemple un nouveau collaborateur, une nouvelle collaboratrice, qu'il collabore au projet de l'équipe, qui vienne aux réunions de concertation pluripro pendant une année avant de se dire ok, on se fait assez confiance pour rentrer dans la CISA. D'accord, parce que le mot CISA, ça fait assez peur. On a l'impression que c'est une démarche assez lourde pour le professionnel de santé. La recommandation, en fait, c'est de se faire accompagner par des professionnels. Donc, typiquement, c'est d'avoir un avocat, un comptable, dans l'idéal aussi un coordinateur, une coordinatrice qui connaît un petit peu l'organisation spécifique des CISA. Mais c'est du boulot entre guillemets au montage, parce qu'il faut se mettre d'accord sur les statuts, sur quoi on est solidaire, mais finalement c'est quand même des formes d'organisation qui sont déjà relativement connues par les professionnels. D'accord. Du coup, sur le Rhône, on a combien à peu près de maisons de santé pluripro? Hier, nous avons signé la 77e maison de santé. Nous sommes donc au mois de juillet pour l'année 2024, tout va bien. Je dirais qu'aujourd'hui, on n'a pas de peine à remplir ce type d'objectif parce que c'est vraiment la médecine de demain, c'est le virage ambulatoire. Pour les professionnels de santé, on s'aperçoit que ça répond vraiment à un besoin de concilier la vie professionnelle et la vie privée. Et ce type d'organisation, ça fluidifie justement le temps libre. On s'aperçoit que finalement les jeunes qui arrivent et qui finissent leurs études et qui souhaitent s'installer en libéral ont à cœur de pouvoir échanger de façon pluriprofessionnelle, de pouvoir mettre en place des parcours de soins. Et puis c'est aussi répondre à un besoin de la population. Ça va permettre donc aux patients d'avoir une prise en charge globale, de proximité et de qualité. D'accord. Et toi, Daniel, pourquoi tu as décidé de créer cette MSP? Alors, c'est un projet qui est né en 2009. J'étais pas toute seule à l'initiative. Il y avait Cécile Marconnet-Guillot qui est kinésithérapeute. Et on travaillait déjà depuis longtemps ensemble avec l'état d'esprit pluriprofessionnel, c'est-à-dire qu'on parlait souvent de nos patients en commun, de pourquoi l'une ou l'autre, on n'arrivait pas à lui faire des progrès, et on essayait
de coordonner notre pratique pour que l'une et l'autre arrivions à faire le mieux pour le patient en question. Et c'était souvent des échanges sur le temps du repas, sur le matin avant que les patients arrivent, le soir sur le parking. Et puis on a entendu parler par voie de presse que les CISA existaient. Et du coup on s'est dit, tiens, il va falloir qu'on creuse l'idée des maisons de santé pluriprofessionnelles parce que ça, en fait, ça donnait un cadre à notre pratique, une reconnaissance aussi de ce travail qu'on faisait de manière bénévole et sur des petits quarts d'heure volés ici et là. Et là, ça permettait de donner un peu une structure et une reconnaissance à ce travail qui était tout à fait non officiel, mais qui correspond à notre envie de travailler comme ça, parce que c'est comme ça que le patient peut tirer le meilleur de sa prise en charge. Moi, je suis podologue, si je fais une paire de semelles à un patient, s'il a un souci qui relève de la kiné, il paraît peut-être aberrant que je fasse un bilan alors que mon patient ne va pas encore tout à fait bien. Il vaut mieux qu'il fasse sa kiné d'abord, puis ensuite une paire de semelles. Et pour un autre patient qui va avoir une autre problématique, ça va peut-être être plus intéressant que moi, je stabilise le patient avec une paire de semelles de façon à ce qu'ensuite il arrive chez la kiné équilibré et stable et du coup il pourra profiter pleinement de ses séances de kiné. Alors que s'il va chez deux professionnels qui ne sont pas liés, les deux professionnels en question ne vont pas forcément échanger entre eux. Et du coup, le podo c'est pas ce que fait le kiné c'est pas ce que fait le podo, et du coup si ça se trouve le patient il va mettre 6 ou 8 séances de kiné sur les 20 qu'on va lui avoir prescrits, qui seront entre guillemets gaspillés parce qu'il n'était pas au mieux de sa forme pour pouvoir profiter pleinement de ces séances-là. Et du coup, ça nous paraissait essentiel, nous, de pouvoir organiser le parcours de soins du patient pour qu'il en profite au mieux et au maximum, de façon à récupérer le plus vite possible. Donc c'est comme ça qu'on a voulu faire valoir ce travail non officielle avec la création de cette maison de santé pluriprofessionnelle. Et du coup, voilà, ça a été un chemin qui a été long, parcouru de plusieurs embûches parce que on ne savait pas trop par où s'y prendre, on n'était que deux à la base. Et on voulait aller voir les professionnels de santé qui travaillaient autour de chez nous, de regarder ce qu'on pouvait faire ensemble, s'il y avait les mêmes envies, les mêmes attentes. Et puis, pour pouvoir aller les voir, on voulait avoir quelque chose de concret à leur présenter. Donc, on s'est adressé aux impôts pour savoir exactement ce que c'était qu'une CISA, machin. Bon, on n'est pas tombé sur le bon interlocuteur qui ne savait pas que ça existait. Et puis, il y a eu, voilà, en même temps que la partie administrative, il y avait aussi le volet immobilier il fallait donner. C'est bien beau d'avoir un équipage, mais il faut un bateau. Et du coup, la partie immobilier, c'était aussi un point très difficile parce que trouver un local suffisamment grand qui pouvait rentrer dans un loyer que les professionnels pouvaient assumer, c'était pas forcément évident. Donc on a contacté la mairie du 8e et puis on a été beaucoup accompagnés. Après, on a rencontré monsieur Dehaas de la FEMASRA, qui nous a aussi bien aiguillés. Et bon, le premier coordinateur qu'on a eu, c'est pas été le bon, on va dire. C'est comme mon psychologue, il faut le choisir. C'est ça. Mais selon le cas. Ça n'a pas matché quoi, sur le premier. Donc du coup, on a ensuite rencontré Émilie et là, on a trouvé le capitaine pour notre bateau. Le micro. Et parce que t'es en panneau, regarde. Non, ça nous a changé la vie vraiment. Et puis l'accompagnement, que ce soit financier, de la CPM, de l'ARS, et puis l'accompagnement d'Émilie, de la mairie du 8e et tout ça, ça a été vraiment, ça nous a beaucoup soulagés parce que c'était énormément de travail. Et accessoirement, ce n'est pas notre travail. Mon travail à moi, c'est d'être pédicure podologue. Je suis compétente sur ce volet-là, mais sur tout le reste, c'était du temps, et puis du temps qui est démultiplié du fait de la non-connaissance du sujet à traiter, et on ne sait pas par quel bout prendre le problème. Quand on a quelqu'un qui sait déjà sur quelle ficelle il faut tirer pour
avoir les renseignements. Déjà, il fallait qu'on se renseigne pour savoir où aller chercher l'information. Tandis qu'avec Émilie, on a besoin de l'information, hop là et on a l'information. Et donc, voilà, c'était très, très, très facilitateur de trouver la bonne personne pour nous accompagner. D'accord. Et comment vous avez fait pour recruter des médecins généralistes? Parce que la condition, c'est aussi d'avoir 2 médecins G. Et comme là, le projet est issu de 2 paramètres, comment vous avez pu Toc-toc. faire Toc-toc. Ça fonctionne le toc-toc. Qui est là? Le porte-à-pote. Et puis, très rapidement, on a trouvé l'ASCM des médecins, avenue Jean Mermoz, qui, dans son entièreté, a souhaité intégrer notre projet. Et du coup, on a travaillé pendant longtemps avec 3 sites, le site des paramédicaux, le site des médicaux et puis la pharmacie. Et puis en août 2020, on a intégré des locaux où là, on est tous ensemble maintenant, excepté la pharmacie. Et ça, c'est vraiment un plus pour notre exercice professionnel. On peut aller faire encore toc-toc. Mais voilà, on s'autorise à s'interrompre dans nos activités pour avoir un renseignement, toujours dans l'intérêt du patient. On a une réponse tout de suite. C'est pas contactez votre médecin, prenez rendez-vous avec lui. Du coup, le médecin va prescrire une radio ou un examen complémentaire ou un traitement, tout simplement. Et là, c'est de suite, il y a besoin d'un avis médical et éventuellement d'examen complémentaire, on sait tout de suite. Alors, on n'a pas une consultation en direct, mais c'est « Ah oui, c'est important, je vous vois et on trouve un moment ». Soit, voilà, ça peut attendre, vous prendrez rendez-vous avec nous auprès de la secrétaire en sortant. Mais on a tout de suite la conduite à tenir. C'est urgent, on traite tout de suite, ça ne l'est pas, on voit, on s'organise, et c'est très rassurant. Et les médecins, de la même manière, le pied dans leurs 8 ans d'études, ça doit... Oh allez, on va être gentil, ça va être 5 heures. Donc, ils n'y connaissent pas grand-chose, mais on ne peut pas leur en vouloir, hein, on ne peut pas avoir ce qu'on ne nous a pas donné. Et du coup, ils me sollicitent aussi, ils viennent voir, il y a un truc bizarre. Et voilà, et ça facilite la vie de tout le monde, et puis le patient est rassuré de voir qu'il a tout de suite une réponse à son inquiétude. D'accord. Tu dois être énormément sollicité par des professionnels de santé qui souhaitent mettre en place des MSP. Est-ce que tu peux nous donner quelques freins? On intervient auprès d'une équipe, déjà, on leur explique bien qu'une MSP, c'est pas 4 murs et un toit. Et on insiste sur le fait qu'ils souhaitent monter ce type de structure, ils restent tous dans leur cabinet. Nous, ce qu'on va leur demander, c'est de se réunir, de travailler ensemble et finalement de faire connaissance et de pouvoir partager leur expérience. D'accord. Non, il me donne le temps. D'accord. Alors, ensuite, généralement, quand on est contacté, on est face à des professionnels de santé qui sont vraiment persuadés que c'est la médecine de demain. Donc, non, on n'a pas réellement de frein, si ce n'est l'inquiétude de comment je vais faire, vous me dites qu'il faut écrire un projet de santé. Donc là, nous, on est vraiment là en soutien. On a plein de documents, de modèles à leur communiquer. Et puis, on a un réseau. On a un réseau de coordonnateurs, de facilitateurs. Bien entendu, ce n'est pas l'assurance maladie qui va écrire le projet, ni même l'ARS, le projet d'une équipe. Mais il existe aujourd'hui pas mal de personnes qui peuvent aider les équipes dans ce type d'écriture. Émilie est avec nous aujourd'hui, mais voilà, donc on les conseille, on dédramatise, et généralement ça se passe très bien. Voilà. Et on insiste bien aussi sur le fait que c'est pas grave, vous êtes 3, c'est le minimum requis. De toute manière, finalement, il vaut mieux monter ce type de structure, 3-4 personnes, et puis ensuite vous allez voir que ça va amener d'autres professionnels de santé et votre structure, forcément, elle va avoir de plus en plus d'adhérents. D'accord. Et vraiment, ce qu'il y a d'important, c'est voilà. Et là déjà, quand on explique, on dit ah bon, d'accord, donc on peut rester dans nos cabinets. Oui, vous restez dans vos cabinets.
Et je leur dis toujours, la pharmacie, elle veut travailler avec vous, elle ne va pas déménager l'officine. Hein. Donc voilà. Merci beaucoup. Muriel, du coup, tu as parlé du travail de la coordinatrice ou du coordonnateur. Émilie, est-ce que tu peux nous donner un peu plus de détails sur le rôle, les missions et peut-être aussi comment tu t'articules avec les professionnels de santé? Alors, c'est vrai que la coordination, ça peut être très extensif ou ça peut être très réduit. Et moi, je dis souvent qu'en fait, il y a autant de formes de coordination qu'il y a d'équipes. Et c'est vrai que moi, dans mon cas, j'interviens auprès d'un certain nombre d'équipes et ça peut être des choses très légères qui sont proches du consulting. C'est-à-dire, par exemple, on a juste besoin de quelqu'un qui connaît assez bien la vie en maison de santé pour nous aider à écrire notre règlement intérieur, ou nous aider à animer une assemblée générale parce qu'il est question d'argent et que c'est des fois plus simple d'avoir quelqu'un qui est un tiers neutre que de faire ça à nous-mêmes. Et puis effectivement, il y a des équipes où voilà, le coordinateur il va être impliqué dans toutes les dimensions de la vie de la structure, c'est-à-dire qu'il va être impliqué dans le montage, la mise en œuvre des projets, qui va s'occuper de la partie financière, passer les factures, faire le lien avec le comptable, écrire les PV d'assemblée générale, rendre les indicateurs à la CPM. Donc voilà, ça peut être très varié la vie du coordinateur, mais à minima, il y a quand même cette mission de rentrer dans les clous vis-à-vis des attentes de la CPM, qui est le premier niveau de la coordination, parce que voilà, on reçoit de l'argent au titre de la vie collective, en fait, il faut pouvoir en justifier, ce qui fait que voilà, tous les mois de janvier, tous les ans, on envoie des pièces justificatives à la CPM. Et c'est le rôle du coordinateur de s'assurer que l'équipe, elle soit en mesure de répondre aux attentes des institutions. Donc ça, c'est la première partie. Le reste du métier de coordinateur, ça va être voilà, cette fonction d'animation de la vie de groupe, donc à la fois dans sa partie projet, mais aussi dans sa partie gouvernance. Comment est-ce qu'on prend les décisions? Comment est-ce qu'on décrit une feuille de route de OK, qu'est-ce qu'on fait cette année? Qu'est-ce qu'on fait dans 2 ans? Où est-ce qu'on est dans 5 ans? Ça va avoir cette fonction aussi des fois un petit peu de fluidifiant social, c'est-à-dire qu'on va venir mettre de l'huile dans les rouages parce que voilà, l'avantage de la maison de santé c'est le groupe, l'inconvénient de la maison de santé c'est le groupe. Et du coup, voilà, le coordinateur, quand il est impliqué de manière récurrente ou régulière dans l'équipe, voilà, souvent il est à côté de la machine à café, il entend un petit peu ce qui se passe, il sait où est-ce qu'il faut aller gratter quand il y a quelque chose qui ne va pas, parce qu'on a intérêt à enlever le caillou dans la chaussure le plus tôt possible et pas attendre qu'on se soit fait mal, parce que c'est difficile de revenir dessus. Donc ça va être aussi la fonction du coordinateur. Et puis cette fonction, entre guillemets, de référent un peu conseil, ou même s'il ne sait pas tout sur la fiscalité, sur la dimension juridique de la CISA, sur la diversité des expériences, ce qui se fait ailleurs, en fait il va être en mesure d'aller chercher de l'information auprès de l'équipe pour qu'elle ne perde pas de temps, qu'elle soit plus efficace et qu'elle soit plus confortable dans son exercice de maison de santé. Très bien, merci. Du coup, Daniel et Émilie, comment vous travaillez ensemble? Dure question. Avec bonheur. Ça se voit en tout cas. Alors, Émilie, pour moi, c'est vraiment mon garant de ma tranquillité. C'est-à-dire que moi, je disais tout à l'heure, pédicure-podologue. Donc, les attentes de la CPM avec les indicateurs, des choses comme ça, j'ai pas besoin de me dire, oh là là, s'il y a jamais des indicateurs qui ont changé, des trucs, je suis pas obligée d'aller à la pêche aux informations. Je sais que Émilie, elle sait. Et voilà, du coup moi alors ma fonction dans la CISA, parce qu'on a réparti un petit peu, parce que c'est comme à la maison, il faut qu'il y en ait un qui descende la poubelle, un qui fait les courses, machin, malade. On est une grande famille, on a chacun notre rôle aussi. Moi mon rôle c'est tenir le porte-monnaie. C'est le meilleur rôle. Et puis je règle le loyer, les assurances, toutes les factures qui arrivent, et j'envoie tout à l'expert comptable et à Émilie qui peut se donner une idée du budget, quelle est la proportion qui est destinée au loyer, aux assurances, à la rémunération des praticiens sur les RCP, et du coup ça lui permet de budgéter pour l'année suivante et du coup de ressortir quel est le budget ACI qui reste à allouer pour des projets. Et en fonction du budget qu'on a, on peut monter des projets, acheter du matériel, imprimer des flyers pour que les patients soient au courant qu'il y a telle et telle action qui sont menées, et les mettre en place, les mettre en œuvre. Et du coup, voilà, moi quand j'ai besoin d'un renseignement,
Émilie. Oui, donc Danielle est co-gérante de la CISA et a la fonction de grande argentière du royaume. Et effectivement, alors pour montrer dans le détail, qu'est-ce que ça veut dire en fait que de travailler ensemble? Typiquement, notre CISA, elle sert au partage de moyens. C'est-à-dire que on paye l'eau, l'électricité, le loyer, tout ça sur la CISA. Il a fallu qu'on conçoive des clés de répartition. Du coup, moi j'ai accompagné l'équipe dans la définition de comment on se partage le loyer, comment on partage notre facture d'eau, etc. Et Danielle, elle s'occupe de que les factures soient bien payées, deux, qu'on ne paye pas plus que ce qu'on devrait, que chacun paye bien son loyer, son appel de fonds tous les mois. Ce travail de régularisation d'une année à l'autre, est-ce que j'ai payé plus que ce qu'on a dépensé ou est-ce que j'ai pas assez payé et il faut rembourser? Et du coup, c'est des points qu'on va après amener en assemblée générale. Et du coup, c'est des choses qu'on pilote à deux. Et effectivement, ça tient sur deux jambes. Enfin, c'est d'un côté, il y a la gestion de la trésorerie dont à la charge Daniel, et de l'autre côté, moi, je suis dans la projection budgétaire qui est qu'est-ce qu'on peut se permettre de faire. Et du coup, on marche sur ces deux pieds-là pour emmener l'équipe en étant en bon gestionnaire. Et aussi en se donnant un petit peu des perspectives, cet argent en fait c'est jamais qu'un moyen, et qu'est-ce qu'on en fait? Les ACI, est-ce qu'on peut avoir un peu plus de détails à ce sujet, peut-être Muriel, et après sur la partie opérationnelle, si ça vous va? Absolument. Donc cet accord conventionnel comprend plusieurs missions. La première mission, c'est donc l'accès aux soins. On ne va pas se cacher, l'objectif c'est de désengorger les urgences. Donc ce qu'on va demander à la structure, d'avoir une amplitude horaire assez élargie. Et tout à l'heure, quand je disais que ça permet aux professionnels de santé d'avoir un peu une fluidité dans les horaires, on ne va pas demander la présence d'un médecin généraliste de 8h à 20h, mais en tous les cas, que si un patient contacte la structure, il y ait quelqu'un qui puisse lui répondre et l'orienter. D'où l'intérêt très très souvent d'avoir un pharmacien dans ce type d'équipe. Ensuite, qu'est-ce qu'on va leur demander? Toujours dans la mission accès aux soins, c'est de proposer des plages de soins non programmés. Là aussi, c'est pour éviter que le patient téléphone et qu'on lui réponde « il n'y a pas de problème, on vous recevra dans 2 semaines ». Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il part aux urgences. Je dirais que ces plages de soins non programmés, on n'a rien inventé, c'est quelque chose que tous les praticiens, tous les médecins généralistes proposent. La seule chose, c'est qu'on va leur demander de formaliser ces plages de soins non programmés sur un agenda électronique où chaque adhérent à la MSP pourra visualiser le créneau disponible. Ensuite, on va leur demander de travailler en équipe. On a parlé d'exercices coordonnés, on a parlé du rôle du coordonnateur. Alors pour moi, le coordonnateur, j'ai l'habitude de dire que c'est le chef d'orchestre de la MSP, et on va demander donc à l'équipe de travailler sur des protocoles de soins. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un protocole de soins? Je vous ai parlé de l'élaboration d'un projet de santé. Dans ce projet de santé, l'équipe va dire, voilà, j'ai une photographie de ma patientèle, j'ai beaucoup de diabétiques. On est coordonné. Comment on va mettre en place un protocole, une sorte de parcours sur la prise en charge globale du patient diabétique? Ce qu'il y a d'intéressant, par exemple, dans la MSP de Mermoz, c'est que justement, il y a des médecins généralistes, il y a des infirmiers, et il y a Daniel, pédopodologue. Donc c'est pas innocent. Ils ont tous leur place sur ce type de parcours. La formalisation du parcours va être généralement rédigée par mon chef d'orchestre, donc le coordonnateur. Pour cela, qu'est-ce qu'on va leur demander également dans ce travail pluriprofessionnel? À minima, de se rencontrer au moins 6 fois par an. Ça fait une fois tous les 2 mois, vous l'aurez compris, donc on a pas mal de MSP en multisite. C'est intéressant qu'ils ne perdent pas de vue qu'il faut communiquer. Et puis le dernier indicateur, justement, nos MSP sont en multisite. Comment ils communiquent informatiquement? On va juste leur demander d'avoir un logiciel de système d'information partagée
très très souvent, les logiciels, les éditeurs des logiciels métiers ont des passerelles pour permettre l'acquisition de cette information partagée informatiquement. Alors là, je vous ai détaillé, je dirais, les indicateurs qui vont permettre à la structure d'être labellisée par l'ARS, qui vont permettre de signer l'accord conventionnel interprofessionnel. Donc ce sont des indicateurs qui sont obligatoires. Je dirais que aujourd'hui, tous les professionnels de santé travaillent de cette façon-là, sans pour autant être en MSP. Et puis ensuite, on a toute une catégorie d'indicateurs optionnels. Alors, je vais juste vous en citer un qui est optionnel et que ça parlera à tout le monde, c'est la vaccination. D'accord. Voilà, donc les indicateurs soient obligatoires ou optionnels, chaque indicateur a une valeur de points, chaque point équivaut à 7 €. Voilà. Et quand Du coup, je pense que ça peut faire peur, ces ACI, parce que c'est une charge supplémentaire de travail pour les professionnels de santé, etc. Est-ce que toi, Émilie, tu peux nous expliquer concrètement comment ça se passe sur le terrain pour mettre en place ces ACI? Alors, je pense que c'est principalement des représentations quand même, cette peur du rendu des indicateurs de l'accord conventionnel. Parce qu'en vrai, il y a beaucoup de choses qui vont être redondantes d'une année à l'autre, typiquement. Donc, Muriel, tu parlais du fait qu'on est organisé pour répondre aux soins non programmés. Effectivement, tous les cabinets le font. Oui, on a tous les jours 5 créneaux de consultation non programmés que la secrétaire va réguler le plus souvent. Alors, on va juste écrire un document sur lequel nous sommes organisés pour accueillir des soins non programmés, voilà comment on fait. Et ce document-là, en fait, il ne change pas d'une année à l'autre. Donc, le coordinateur, il va juste renvoyer un document identique d'année en année. Donc ça ne change pas. Pareil, le système d'information, pour ceux qui ont déjà fait l'expérience d'une migration de données, de changement de système d'information, c'est pas quelque chose qu'on s'amuse à faire tous les ans. Donc, de la même manière, tous les ans, on va dire oui, on a 25 professionnels de l'équipe qui sont équipés du système d'information, qui est souvent le logiciel médecin qui a été ouvert en fait aux professionnels paramédicaux, et en gros on renvoie la facture. De la même manière, on a toujours le même coordinateur, donc ça fait partie des fonctions, des critères socles de l'accord conventionnel. Donc là c'est de la redite tous les ans, ça ne demande pas du travail en tant que tel. Ce qui va demander du travail et ce qui est quand même le cœur de la maison de santé, c'est les réunions de concertation pluripro. Donc effectivement, ça fait partie des indicateurs obligatoires. Tous les ans, on doit renvoyer un document qui dit « Nous nous sommes réunis X fois pour discuter de X patients dont le compte-rendu est intégré au système d'information. » Et donc ça, c'est vrai que si on ne le fait pas, c'est qu'on n'est pas une maison de santé. Donc comme ça fait partie, entre guillemets, du boulot un peu naturel, quand on est en maison de santé, que c'est juste le travail du coordinateur de formaliser ça, ou en tout cas d'emmener l'équipe à avoir formalisé l'activité, en fait ça devient quelque chose de très routinier. Après, effectivement, il y a tous les indicateurs optionnels que je vais passer sous le tapis, il n'y a pas besoin vraiment d'en parler, parce que ça c'est plutôt souvent dans la maturation en fait, d'une équipe qu'on va aller vers les indicateurs optionnels. Et finalement, ce que fait le coordinateur, en tout cas moi ce que je fais, c'est qu'autant que possible, je vais prendre l'activité de l'équipe et rendre ça CPM compatible. Donc ça, en gros, c'est ok, dites-moi qu'est-ce que vous faites et comment est-ce que ça, je peux le transformer, ou en tout cas le rendre compréhensible par nos institutions pour que ça fasse l'objet d'une rémunération. Sachant que tout ne rentre pas dans les cases. Et donc ça, je l'explique en général dans mes équipes. Par exemple, je vais prendre, à Mermoz, on a un programme de guidance parentale où en gros, on a 8 ateliers à destination des futurs nouveaux parents, où on a quasiment toutes les professions de l'équipe qui viennent faire un atelier à destination des futurs nouveaux parents. Voilà, on a écrit un programme et c'est pas forcément un thème qui est listé à la CI, mais on va quand même soumettre à la CPM. Donc moi j'écris un protocole. Qu'est-ce que c'est un protocole? C'est un gros mot pour dire qui fait quoi, quand, comment, pourquoi. Et dans ce document-là, qui est donc effectivement, c'est un peu technocrate de rendre, d'écrire un document pour décrire tout ça, mais c'est le travail du coordinateur en partenariat avec l'équipe. Et après, on le soumet à la CPM. Après, la CPM, elle le prend pas. Mais le plus souvent, vous êtes quand même plutôt dans la démarche de trouver des partenaires et de prendre de ces activités-là et qu'elles soient rémunérées. Mais voilà, c'est un travail de formalisation qui est attendu de la part du coordinateur. Et le plus souvent quand même, moi personnellement ça me prend une demi-matinée de rendre les indicateurs tous les ans. Parce que c'est parce que c'est le coordinateur. Je dirais que l'ISP, puisqu'elle assiste formaliser le travail au quotidien qu'ils font depuis des années. Exactement. Voilà. Et puis c'est valorisant cette formalisation aussi, de faire ces éléments de preuve parce que ça permet de voir tout ce que les pros ont mis en place tout au
long de l'année, parce que je pense que les pros sont tellement la tête dans le guidon qu'ils font des choses et qu'ils ne réalisent pas en fait l'impact que ça peut avoir sur les patients. Donc ça peut vous faire un petit... C'est vrai. Ça fait du bien, surtout en janvier. Alors, mais ça fait du bien les autres mois de l'année aussi. Hein. C'est vrai. Là, l'atelier de guidance parentale, par exemple, moi j'interviens un tout petit temps sur les 8 ateliers qui ont eu lieu. Je fais un petit mot sur les premiers pas et puis quelques conseils de chaussage. Ces mamans qui vont avoir leur premier enfant, il y a certaines mamans qui sont accompagnées du papa aussi, on a l'impression qu'on leur retire une épine du pied, c'est le cas de dire. Et alors que c'est pas leur souci, le chaussage va bien falloir attendre au moins une année avant qu'ils soient concernés, mais ils prennent tout avec bonheur et ça les rassure et très reconnaissant. Et du coup, c'est vrai que ça fait plaisir. On se dit qu'avec nos collègues, on a construit quelque chose, on a apporté vraiment quelque chose de concret. Et ils le reçoivent avec beaucoup de plaisir et ils nous le rendent aussi très très bien. Peut-être juste rebondir et dire un mot de la diversité de l'activité pluriprofessionnelle en maison de santé, parce que c'est vrai que tu disais que ça faisait peur, la notion de protocole. Et en fait, le protocole, il y a un pourcentage restreint quand même de la vie de la MSP, parce qu'on fait plein de choses, on fait de la formation collective, on fait des midi-topos, par exemple c'est un professionnel, je vais prendre la sage-femme Nadège Marchand-Maillet à la MSP qui va faire un midi-topo sur l'endométriose. J'ai de la compétence, je la partage au reste de l'équipe, on fait de l'analyse de la pratique, on fait des sorties sympas parce que en fait, le but c'est aussi c'est qu'on est des collègues, qu'on est un groupe, donc on a aussi une vie qualitative en fait, de partager des physiques, enfin voilà, ça peut être plein de choses la vie en maison de santé et c'est pas que le protocole. Donc du coup pour résumer, pour vous, donc je vais commencer par toi Émilie, comment tu vois une maison de santé pluripro? Et quel est l'avantage pour les professionnels? C'est dur, hein. Je vous ai laissé du temps de réfléchir, Muriel. Moi, ça fait 10 ans que je fais ce métier et je pense que j'aurais jeté l'éponge il y a longtemps si ce que je perçois que ça génère comme surplus, comme plus-value entre guillemets, la vie collective, si je le retrouvais pas, je pense que j'aurais arrêté parce que j'y croirais pas. Et en fait, c'est vrai que c'est très contraignant. En fait, c'est-à-dire qu'on parle de professionnels libéraux qui choisissent de limiter entre guillemets leur liberté individuelle pour travailler collectivement. Et s'il y a un déploiement des maisons de santé, c'est bien qu'il y ait plus à gagner à renoncer à ce petit bout de liberté parce que derrière, parce qu'il y a des moments sympas, parce que quand ça va pas, on a des collègues sur lesquels s'appuyer, qu'on a des réussites sur des actions auprès des patients qui sont des autres formes d'actions qui sont effectivement plus forcément du soin directement ou de la consultation et de ce que moi me renvoient les professionnels de santé, c'est qu'ils ne s'imagineraient pas travailler autrement. Alors peut-être que ça a été dur au montage, mais ce qui a gagné avec des bonnes règles, parce que c'est là aussi l'enjeu, c'est de définir des règles de vie collective qui soient équitables, efficaces, de qualité. Et si on a ça derrière, c'est quand même le garant de quelque chose qui fonctionne et dans lequel on a envie de se maintenir. Et en tout cas, moi j'ai beaucoup de plaisir à accompagner les équipes avec lesquelles je travaille et ce sera le mot de la fin pour moi. Merci Muriel. Moi je pense que ça répond vraiment à la médecine de demain. Très honnêtement, on fait beaucoup d'interventions dans les facs de médecine, dans d'autres facs de professions différentes. Les étudiants ne veulent plus travailler seuls, ça c'est une évidence. C'est une génération qui a besoin d'avoir du lien, du contact, et ça répond vraiment à leurs besoins. Moi je dirais que c'est une magnifique aventure humaine et professionnelle, et je suis toujours aussi enthousiaste quand je vois des professionnels de santé qui arrivent à monter ce type de structure. Et le sourire, hier, on a signé donc un accord conventionnel avec 6 maisons de santé, et la joie et le sourire qu'il y avait sur le visage des professionnels de santé, les témoignages qui ont été faits, c'était, pour moi, c'est un bonheur. Voilà. Merci. Pour toi, Daniel? Moi, j'envisage pas d'exercer d'une autre manière maintenant. Je veux dire, c'est vraiment pour le patient la meilleure façon
d'envisager sa santé, que ce soit sur un problème de santé actuel, que ce soit juste de la prévention pour éviter un problème de santé plus tard. On va traiter du... Et la prévention, elle passe par tous les professionnels de santé. Effectivement, l'esprit de groupe est très très important. Et voilà, moi, j'envisage pas de travailler autrement. J'ai demandé plusieurs fois voilà, petite parenthèse perso, mon petit cœur, il a sa moitié à 350 km de là, et on me dit toujours, mais pourquoi tu t'en vas pas? Parce que je ne peux pas quitter la maison de santé Mermoz. Je pense que c'est le meilleur mot de la fin pour conclure. Et donc, je vous remercie. Donc, ce que j'ai pu comprendre grâce à vos 3 retours d'expérience, c'est qu'en fait, la maison de santé pluriprofessionnelle, ça a un impact sur la prise en charge du patient, mais aussi, surtout, dans l'exercice du professionnel, parce que ça facilite son exercice et il se sent moins isolé. Et on n'en parle pas assez, mais c'est important de savoir que le secteur numéro 1 qui est concerné par le burn-out, c'est quand même les professionnels de santé. Et le fait de ne plus travailler seul et de travailler en collectivité et de savoir qu'il y a un soutien, c'est important. Donc je vous remercie pour vos retours et j'espère que ce podcast va servir à des professionnels qui ont encore un peu peur de se lancer et qui vont foncer prendre rendez-vous avec Muriel pour le projet. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.